Alexandra Van Den Eyck et ma collègue Nadine Zanoni qui est en arrière au niveau pour les éléments techniques avec nous. Et on travaille tous les deux à Espace Environnement, qui est une association qui est basée à Charleroi, mais qui travaille sur toute la région wallonne et à Bruxelles sur toute une série de thématiques. Et notre ADN, c'est vraiment faire vivre la participation au quotidien à travers toutes les thématiques qui sont affichées là sur l'écran, hein, l'aménagement du territoire, la santé dans l'habitat, l'environnement, la mobilité et également le patrimoine, qui est la thématique qui nous concerne tous et pour lesquelles vous êtes invités à ce webinaire. Et donc, on met en place des actions d'information, de sensibilisation et de participation sur cette thématique-là. Et ce, grâce à un subside qui nous est octroyé par la WAP sur la valorisation et sauvegarde du patrimoine bâti naturel wallon. Et donc, nous avons voulu mettre en place un premier webinaire. C'est vraiment le premier d'une série où l'idée, c'est d'en faire 2 ou 3 par an pour pouvoir donner des réponses, des conseils aux particuliers, aux professionnels pour la rénovation du bâti ancien en apportant des éléments techniques et en invitant chaque fois un orateur qui vient présenter ses connaissances, ses compétences sur le sujet qui nous concerne ici, qui est la chaux, un matériau incontournable pour la préservation du bâti ancien. Et on est très content d'accueillir Hélène Grossens de Arte Constructo qui va faire cette présentation d'une quarantaine de minutes sur les bienfaits de la chaux dans la rénovation de notre bâti. Alors, comme je l'ai dit, hein, on a un format d'1 heure, de midi et demi à 13h30, avec une quarantaine de minutes d'exposé et un moment de questions-réponses d'une vingtaine de minutes. Donc, je vais donner la parole à Hélène et je vais arrêter mon partage d'écran. Voilà, Hélène, je te souhaite la bienvenue. Je te... Il faut que tu remettes ton son. N'est-ce pas? Un instant. Voilà. Voilà, parfait. Maintenant, on m'entend. Bonjour tout le monde. Oui, mon son avait été coupé avec tous les sons de tout le monde. Voilà. Voilà. Eh bien, bon appétit à ceux qui mangent pendant que je parle. Voilà, donc je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais m'aider en mettant un petit minuteur à côté de moi pour être sûr que je rentre dans mon temps et je vais vous partager mon écran. Parfait, Voilà. merci. C'est à toi. Merci. Voilà, donc merci beaucoup à Espace Environnement pour cette invitation. C'est la première fois que je fais un webinaire. Donc, toute cette technologie, bon, on a testé avant, donc ça devrait aller, mais soyez indulgents. Voilà, donc je vais vous faire une présentation donc, sur la chaux, un matériau incontournable pour la préservation du bâtiment ancien. Donc, moi, je m'appelle Hélène Poussens, je travaille chez Arte Constructo comme responsable technique et voilà, donc je suis architecte, etc. Donc, je vais vous faire une petite présentation. On va d'abord voir un petit peu qu'est-ce que la chaux de manière générale, voir un petit peu l'histoire de la chaux en très 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 résumé, évidemment, vu qu'on n'a pas énormément de temps voir la différence entre la chaux et le ciment et voir où est-ce qu'on peut retrouver de la chaux dans le bâtiment, où on peut intégrer la chaux dans nos bâtiments. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce que la chaux? Est-ce que vous avez tous une idée de ce que c'est? Et si vous avez une idée de ce que c'est, moi je vais déjà vous faire des petites propositions et Alexandra va tout de suite revenir avec un petit sondage. Donc, voilà, j'ai mis quelques mots-clés ici sur mon PowerPoint pour voir si vous aviez une idée. Donc, la chaux, est-ce que c'est un liant? Est-ce que c'est un agent de blanchissement? Est-ce que c'est un enduit, un mortier, un antiseptique, un engrais, une charge dans l'industrie du papier? Qu'est-ce que vous en pensez?
Donc, normalement, Alexandra devrait venir Oui, avec son sondage. Voilà. d'ailleurs, il y a déjà des gens Ah, ben y ont voilà. répondu et donc Bon, moi, je ne le vois pas, mais très ça bien. continue à répondre. Donc, on va encore attendre 1, 2 minutes pour voir les réponses et mettre fin au sondage. Donc, je vous invite à répondre à la question. Et après, je veux bien que tu me donnes les réponses parce que moi, je ne vois pas le sondage. Il y a potentiellement Alors, plusieurs. voilà, je vais mettre fin au sondage et partager les résultats. Est-ce que vous voyez le partage des résultats, Hélène? Tout à fait. Je vois le partage des résultats. Et alors, moi, je vais... Attendez, parce que voilà, j'ai plein de choses sur mon écran. Euh, Et donc, voilà ce que moi, je vous propose. Donc, la chaux est bien évidemment un liant. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est un agent de blanchissement. Ce n'est pas un enduit, ce n'est pas un mortier. C'est un engrais dans certains cas, un antiseptique, une charge dans l'industrie du papier également. Donc, avec la chaux, on peut faire vraiment un tas de choses. Et vous verrez au cours de mon exposé qu'il y a d'ailleurs plusieurs sortes de chaux différentes et que selon la sorte de chaux qu'on va utiliser, on va pouvoir l'utiliser dans telle ou telle, euh, enfin, de telle ou telle manière. Alors, quand je dis que c'est un liant, mais que ce n'est ni un enduit ni un mortier, c'est parce qu'en fait, ce liant rentre dans la composition d'un enduit ou d'un mortier, mais n'est pas en tant que tel un mortier. Donc pour faire un mortier, il faut toujours avoir un liant, des granulats et de l'eau. Et l'objectif du liant, donc ici en l'occurrence le liant c'est la chaux, l'objectif de ce liant, ça va être vraiment de lier les granulats entre eux. OK? Donc là, ici, en bas à droite, vous voyez une illustration qui a été réalisée par Amaco. Là, en l'occurrence, c'est par rapport aux enduits argile, mais c'est exactement la même chose pour les enduits à la chaux. On va avoir besoin d'une charge, donc souvent un sable, par exemple, qui va avoir une granulométrie, une courbe granulométrique continue, du plus fin au plus épais qu'on a besoin. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir remplir tous les interstices et que si on appuie sur nos granulats, que nos granulats puissent se caler l'un contre l'autre et qui prennent vraiment tout l'espace et qui se calent vraiment bien. Si on a des granulats qui ont tous la même taille, on ne va pas pouvoir avoir ça, en fait. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? C'est vraiment parce que c'est le granulat en tant que tel qui va vraiment donner une bonne résistance au mortier, qui va éviter les fissures et qui va aussi jouer un rôle dans la perméabilité à la vapeur d'eau de notre mortier. Donc ça, c'est vraiment très, très important d'avoir vraiment cette courbe granulométrique qu'on peut appeler aussi la courbe de Fuller. Ici, vous avez un exemple pour un sable 0,4. Donc voilà, donc vraiment dans un mortier, évidemment, le liant est important, mais j'ai presque envie de dire que le granulat, parfois, a même encore plus d'importance. Si on a un mauvais granulat, on va avoir un mauvais mortier également ou un mauvais enduit. Alors, donc, comme je vous le disais, il y a plusieurs sortes de chaux différentes et alors, selon la sorte de chaux, on va pouvoir faire telle ou telle chose avec cette chaux. La base, c'est quand même toujours qu'on a une pierre calcaire qu'on va cuire dans un four à chaud. Ici, je vous ai mis une illustration d'un vieux four à chaud et une photo d'une pierre calcaire. Donc. Mais donc, on a plusieurs sortes de chaux. On a ce qu'on appelle la chaux aérienne, qu'on appelle aussi la chaux hydratée ou la chaux grasse. Donc ça, c'est vraiment une chaux qui est produite à partir d'une pierre calcaire. Alors, je ne vais pas dire à 100% calcaire parce qu'on sait que dans la nature, il y a rarement des choses qui sont à 100% quelque chose. Euh, mais on tend quand même entre 95 et 100% de pierre, oui, de calcaire dans cette pierre de départ. Alors, c'est une chaux qu'on va utiliser énormément dans tout ce qui est industrie, donc par exemple la papeterie, dans tout ce qui est agroalimentaire, dans tout ce qui est agriculture, etc. Dans les jardins, enfin voilà, un petit peu dans tout ça. Euh, et on va un tout petit peu l'utiliser également dans la construction. Donc, il y a à peu près 5% et même pas tout à fait 5% de la production mondiale de chaux aériennes hydratées
qui est produite pour la construction. Tandis qu'on a la chaux hydraulique naturelle qui, elle, est utilisée uniquement dans la construction. Donc, celle-là, elle n'intéresse que la construction. Pourquoi? Parce que si on utilise cette chaux-là avec de l'eau, eh bien, elle va faire prise. Alors que dans le cadre de la chaux aérienne, la plupart du temps, ce qu'on demande à cette chaux, ce n'est pas de faire prise, mais c'est plutôt, par exemple, de travailler dans tous des systèmes de filtration, etc. Et donc, vous comprendrez très vite que si la chaux, elle fait prise, eh bien, ça les intéresse pas. OK? Donc, nous, ce qu'on veut, c'est, dans la construction, c'est plutôt cette chaux-là, même si l'autre est également un petit peu utilisée. Alors, on a aussi ce qu'on appelle les chaux hydrauliques artificielles. Alors, ces chaux-là, ce sont des chaux aériennes, donc comme la première, donc qui est réalisée donc à partir d'une pierre calcaire, et dans lequel on va rajouter des éléments hydrauliques pour que cette chaux devienne hydraulique, mais de manière en fait artificielle. Là, on peut rajouter soit des briques concassées, de la pouzzolane, etc. Et donc là, on va obtenir une chaux dite hydraulique. Ici, vous avez un exemple d'une photo d'un joint du mur d'Adrien qui se trouve en Angleterre. Donc, c'est un mur qui a été construit à l'époque des Romains. Et donc, vous voyez dans ce joint qu'il y a un tas de petites choses. Donc, on a le blanc, je vais dire, blanc-beige, qui est de la chaux, mais alors on a plein d'autres éléments dedans. Et donc, tous ces autres éléments, c'est des éléments que les Romains avaient rajoutés pour rendre cette chaux qui était une chaux aérienne hydraulique. Alors évidemment, eux, ils n'avaient pas de connaissances en chimie, comme on a à l'heure actuelle, qui font qu'on sait déterminer quelle est la chimie de la pierre qui est derrière, mais ils savaient, par essai erreur, que la pierre qui venait d'Angleterre, elle était beaucoup trop calcaire et que donc si on la cuisait, on allait obtenir une chaux qui était uniquement une chaux aérienne et qu'avec cette chaux-là, il allait être très difficile de monter des murs de la maçonnerie parce que la, la, la rapidité de prise n'était pas assez rapide, simplement. Alors, donc vraiment, pour vraiment différencier cette chaux hydraulique et cette chaux aérienne, ben, le plus simple, je pense, c'est de reprendre ce tableau qui est très bien fait et qui nous montre d'une part, donc à droite, la matière première, donc c'est-à-dire la pierre de base. Et on voit donc cette pierre de base, elle va de 100%, donc tout en haut ici, on est avec une pierre qui est 100% calcaire et tout en dessous, on est avec une pierre qui est 100% argileuse. Et donc, au plus on va augmenter le pourcentage d'argile dans notre pierre calcaire, au plus, quand on va cuire cette pierre calcaire, on va arriver à quelque chose d'hydraulique. Et donc, quand on a une pierre qui est entre 0 et 5% calcaire, ce qu'on va obtenir, c'est une chaux hydratée, chaux aérienne, tandis que si on augmente dans le pourcentage d'argile, eh bien, on va arriver à une chaux hydraulique, et puis une chaux cimenteuse, une chaux romaine, un ciment Portland, et puis pour finir carrément une brique, et même une brique réfractaire quand on est vraiment avec un très grand pourcentage d'argile. Alors évidemment, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'élément de départ, il y a aussi la température de cuisson, etc. évidemment, qui fait qu'on arrive à l'un ou l'autre matériaux au final, mais ça vous donne déjà une assez bonne idée. Et donc, on va commencer par la première, donc la chaux aérienne, chaux hydratée. C'est là comment est-ce qu'on va l'obtenir? Eh bien, donc on prend notre pierre calcaire, on la cuit entre 800 et 1200 degrés et on obtient du CaO. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la chaux vive. Chaux vive extrêmement intéressante si un jour vous voulez faire disparaître un corps, par exemple. Elle brûle très très fort et donc on ne va jamais l'utiliser comme ça. On va devoir l'éteindre. Alors on l'éteint, la plupart du temps, on l'éteint à l'eau. Voilà, et donc on obtient la chaux qu'on va utiliser voilà, pour pas mal de choses différentes, donc ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. Voilà, et donc cette chaux, après, une fois qu'elle est en contact avec le CO2 qui est dans l'air, eh bien, elle va faire sa prise, qu'on appelle la carbonatation. Cette carbonatation, elle est très très lente, elle va prendre pas mal d'années, mais donc c'est vraiment une prise qui, voilà, qui va se faire au fur et à mesure. Alors,
souvent, quand vous allez avoir ce dessin, vous allez avoir en fait un cercle parce que, comme vous pouvez le voir, après carbonatation, on a de nouveau du CaCO3, c'est-à-dire une pierre calcaire. Et donc, souvent, vous allez avoir un cercle comme ça pour montrer voilà, que cette pierre calcaire, après cuisson et après carbonatation, redevient une pierre calcaire. Alors, moi, je ne l'ai pas fait comme ça. Pourquoi? Parce que dans le cas de la construction, on rajoute quand même toujours des éléments supplémentaires, des sables, etc. Et donc, on n'arrive pas réellement à ça. Souvent, j'ai la question, on me dit, ah, mais en fait, si on démolit un bâtiment, est-ce qu'on pourrait réutiliser les joints, les recuire et ravoir de la chaux? Alors, en théorie, oui, mais alors il faudrait enlever le sable, ce qui me paraît quand même relativement compliqué. Voilà, alors, donc, deuxième chaux différente, c'est donc la chaux hydraulique. Et donc, celle-là, on va avoir une pierre de base, qui est donc toujours une pierre calcaire, mais dans lequel on a environ 20% d'argile, okay, donc qui constitue cette pierre de départ. Et donc, si on cuit cette pierre de nouveau à entre 800 et 1200 degrés, donc la différence, ça dépend vraiment très fort d'un four à chaud à l'autre, d'un chaud fourni à l'autre aussi, du coup. Si on cuit cette pierre, eh bien, on a toujours ces éléments-ci comme on les avait juste avant, c'est-à-dire le calcaire, après cuisson, il devient du CaO, on va l'éteindre et ça carbonate avec le CO2. Donc ça, on a toujours cette branche-là existe toujours, même dans la chaux hydraulique. Mais en plus de ça, on a une deuxième réaction qui est réalisée à partir de ce qu'on appelle la bélite. Donc, c'est ici le C2S ou CaO2 fois SiO2. Enfin, voilà. Et donc, ceci, donc après cuisson de ces éléments argileux, donc ce qu'on obtient, c'est donc de la bélite qui est une espèce de, comme un gel, si vous voulez. Et c'est vraiment ça qui va faire qu'on va avoir une réaction hydraulique en plus de la réaction de carbonatation. Et donc, je dis bien en plus et en parallèle. C'est très important. Et alors, voilà, si on veut même aller un peu plus loin, on se rend compte que lors de cette réaction hydraulique, en fait, la chaux produit également un petit peu de chaux aérienne en même temps. Voilà, donc on a vraiment une double réaction. Alors, évidemment, si on a envie de garder un maximum ces éléments hydrauliques, on ne va pas éteindre cette chaux hydraulique comme on l'a fait avec la chaux aérienne. On va plutôt essayer, parce que si on le fait comme ça, une fois que cette chaux elle est en contact avec de l'eau réellement, eh bien, elle va commencer sa prise. Et donc, il va falloir arrêter la prise. Et donc ça, c'est assez compliqué. Et donc, ce qu'on essaie de faire plutôt, c'est de faire ce qu'on appelle une extinction à sec. Alors, c'est pas vraiment à sec, mais c'est plutôt à l'humidité. Et donc, une des manières de faire, c'est par exemple dans des grands bacs, de mettre chaque fois euh, du sable, de la chaux, du sable, de la chaux, etc. Et donc, cette chaux hydraulique, elle va venir pomper l'humidité parce qu'elle est vraiment comme assoiffée, en fait, une fois qu'elle sort du four. Elle va venir pomper l'humidité pour pouvoir s'éteindre tout doucement. Et donc, après, on mélange, on rajoute encore le sable nécessaire, parce qu'on est toujours avec une part de chaux pour 3 parts de sable. Donc, on rajoute les parts de sable nécessaires et l'eau, et puis on peut mettre cette chaux hydraulique en œuvre. On a à peu près 3 heures pour la mettre en œuvre sans aucun souci. Si on laisse, si on veut vraiment éteindre cette chaux hydraulique à l'eau, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est donc que la part hydraulique, elle va faire prise. Et donc, si on fait ça pendant très longtemps, et donc mettons par exemple 7 ans, donc je mets ma chaux hydraulique dans un bain d'eau, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la part hydraulique, elle va commencer à faire prise. Et après 7 ans, on estime que quasiment tout le côté hydraulique aura fait prise ici dans ces grands bains d'eau. Et donc, ce qui va rester, ce sera plus que la part vraiment aérienne. Et donc, c'est ce qu'on appelle de la chaux en pâte. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir faire, par exemple, tout ce qui est peinture à la chaux. Voilà. Alors, si on revient un petit peu, enfin, même fort en arrière dans l'histoire, on se rend compte que ça fait vraiment extrêmement longtemps qu'on utilise la chaux. Et donc, entre autres, les Égyptiens, on sait maintenant que les pyramides, il y avait une espèce de tas de lacs dessus. Donc, en plus d'être monumentales, elles étaient en plus un petit peu brillantes, un peu effet miroir, comme avec un tas de lacs.
Ensuite, ben, évidemment, la civilisation grecque continue à utiliser la chaux. Euh, et voilà, c'est elle qui vraiment amène la chaux dans toute la construction. Ici, on a un exemple avec le Parthénon, dont en fait la plupart des colonnes qui sont en très bon état, enfin qui sont en meilleur état, je veux dire par rapport aux autres, en fait, elles n'ont pas été taillées, mais elles ont été moulées. En fait, les tailleurs de pierre ont fait un moment une grève lors de la construction du Parthénon, et donc ils ont dû trouver une autre solution et donc ils ont monté ces colonnes avec un gabarit. Alors les Romains, évidemment, ont repris toutes ces connaissances des Grecs et ont été encore plus loin. Ici, on voit un exemple à Sagalassos, qui est une ville en Turquie, euh, où il y avait, enfin voilà, toute une ville romaine, et il y avait entre autres un aqueduc. Et puis il y a eu un tremblement de terre qui a fait que toute cette ville enfin voilà, les habitants ont soit fui, soit sont morts lors de ce tremblement de terre. Et contrairement, par exemple, à Villers-la-Ville, où les ruines sont devenues des carrières à ciel ouvert, eh bien là, en fait, plus personne n'a été sur les lieux de ces ruines, et donc ces terrains n'ont plus été habités pendant des centaines d'années. Et puis, les archéologues sont retombés sur le site et ont pu remonter tout le site avec de la chaux, mais avec toutes les pierres qui étaient encore là, sur place. Et en fait, quelques temps après avoir tout remonté, l'eau est revenue dans l'aqueduc et enfin, tout le réseau hydraulique de la ville a pu reprendre vie, je vais dire. Voilà. Alors, pendant l'époque romaine, on a Monsieur Vitruve, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui a écrit les 10 livres sur l'architecture. Et en fait, c'est vraiment là qu'on a les premiers vrais écrits sur la chaux. Et en fait, depuis, j'ai presque envie de dire qu'on n'a plus rien inventé. Évidemment, on a compris beaucoup de choses, mais on n'a plus rien inventé, à savoir que le fait de travailler avec une part de chaux pour 3 parts de sable, etc., enfin, toutes ces notions-là, pardon, sont déjà bien expliquées dans ce livre, et donc c'est toujours ce qu'on fait à l'heure actuelle. Alors, Moyen Âge, comme pour tout, il fallait juste être fort et robuste, mais on a perdu toutes les connaissances plutôt en termes de décoration, etc., par rapport à la chaux. La Renaissance, on réintroduit tout ça. Et puis, voilà, la chaux ne nous quitte pas, elle continue à être utilisée. Et puis, on a l'ère industrielle qui commence, et entre autres, Monsieur Vicat. Alors, Monsieur Vicat, lui, il était chauffournier à Paris, et on lui demande de sortir de Paris avec son usine de chaux. Et donc, c'est ce qu'il fait, évidemment, il n'a pas le choix. Et il se dit, bon, c'est bien gentil, mais on ne va pas me faire ça tous les 5 ans. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la hauteur de ma cheminée pour être bien sûr qu'on ne me dise pas après qu'il y a des fumées qui viennent encore sur la ville de Paris. Et en fait, ce qu'il n'a pas pensé, c'est qu'en augmentant la taille, la hauteur de sa cheminée, il a augmenté la température dans le foyer. Et donc, au lieu d'être à maximum 1200 degrés, ben, il arrivait à 1400 degrés. Et donc, au lieu de faire de la chaux, il a fait le premier ciment, qu'on appelle toujours à l'heure actuelle, qui est toujours produit, qui s'appelle le ciment Vicat. Et donc, au lieu d'avoir de la bélite, donc du C2S, eh bien, c'est du C3S qui est sorti de son four, c'est-à-dire une espèce de clinker, quelque chose de très, très dur. Alors que ce qui sort d'un four à chaud, normalement, c'est une pierre qui est extrêmement légère et qui se broie très facilement. Ici, c'était très difficile à broyer. Et puis après, en essayant quand même de vraies choses avec ce qui est sorti de son four, il s'est rendu compte que c'était une réaction hydraulique qui était très très forte, et que ça avait l'air de fort coller, mais bon, après, il ne savait pas très bien encore comment ça fonctionnait. Et donc lui, il mettait bien dans toutes ses prescriptions qu'il fallait toujours mélanger son ciment avec une part de chaux, parce que voilà, pour être bien sûr. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que si on cuit notre pierre calcaire avec des éléments argileux entre 800 et 1250 degrés maximum, on obtient de la chaux. Mais si on augmente cette température, ce n'est plus de la chaux qu'on obtient, mais
c'est du ciment. Et donc, vous le voyez, on n'a plus qu'une réaction hydraulique. On a tout à fait perdu cette notion de carbonatation qui, elle, va durer, elle, dure beaucoup plus longtemps dans le temps. Alors ensuite, en Angleterre, un petit peu plus tard, on a l'invention du ciment Portland. Alors comment est-ce qu'on a inventé ce ciment Portland? Eh bien, simplement en rajoutant 25% d'argile à cette pierre calcaire dans laquelle on avait déjà à peu près 20% d'argile. Et donc là, on obtient toujours un ciment, donc toujours avec uniquement cette réaction hydraulique, mais une réaction hydraulique qui est encore plus forte et avec après un liant qui est plus fermé à la vapeur d'eau. Et puis, comme on n'arrête pas le progrès, on rajoute encore un petit peu d'argile. Donc, on rajoute carrément 40% d'argile. Et donc là, on est dans les années 50 en Belgique. On rajoute 40% d'argile. Et donc, c'est vraiment la naissance du vrai ciment moderne, qui est un ciment à prise très rapide et dans lequel on va même rajouter, après broyage, un petit peu de chaux aérienne pour un petit peu temporiser euh, ce ciment. Et donc là, on a de nouveau une réaction évidemment uniquement hydraulique. Et donc c'est grâce à ça que en 58, on a pu faire le pavillon du génie civil ici en Belgique, grâce à ce ciment nouveau-né. Et c'est grâce aussi à ce matériau qu'on a pu faire toute la reconstruction de l'Europe et voilà, et qui a aussi amené à toute cette architecture moderniste avec des porte-à-faux, avec des grandes baies vitrées, avec tout ça, ce que on ne sait pas faire avec la chaux. Donc, je ne suis pas une anti-ciment. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire avec la chaux. Ce que je veux juste vous montrer et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est vraiment l'intérêt de la chaux par rapport au ciment pour plutôt le bâti ancien. Voilà, donc à partir de ce jour-là, en fait, on a quasiment terminé, on a quasiment oublié en fait l'existence de la chaux. Ce ciment était tellement merveilleux qu'on n'a pu utiliser que ça. Alors après, en plus, il y a toutes les normes, etc., qui sont venues et qui ont appuyé évidemment dans le sens du ciment. Euh, voilà. Et donc, on se retrouve maintenant avec une demande, le plus souvent en nouvelle construction en tout cas, avec des résistances à la compression qui sont élevées. Et avec la chaux, par exemple, ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Et donc, quand on voit la première différence entre la chaux et le ciment, c'est cette résistance à la compression qui est nettement moindre avec la chaux qu'avec le ciment. Donc, on est à peu près à 8 newtons par millimètre carré de résistance, alors que le ciment on est nettement plus élevé. Mais après, si on fait des tests, et il y a eu entre autres des études qui ont été faites à la KU Leuven, et qui montrent que, en fait, pour faire une maçonnerie de 10 mètres de hauteur, on a besoin de résistance à la compression à peu près de 0,25 newtons par millimètre carré. Euh, et donc, en fait, avec notre chaux, ça suffit amplement. Et d'ailleurs, on le voit très bien, toutes les cathédrales, tous les grands bâtiments qui ont été faits depuis des siècles et des siècles tiennent, enfin, pas tous, mais en tout cas, un certain nombre tient toujours et ils sont réalisés avec de la chaux. Ici en dessous, vous voyez un petit peu le développement aussi de la résistance à la compression d'un liant à la chaux et on voit que le départ de cette chaux, qui est une chaux hydraulique, est relativement rapide, mais qu'après, en fait, elle perdure dans le temps et que donc ce n'est qu'à peu près après 60 mois, donc après 5 ans, qu'on arrive vraiment plus ou moins à la résistance finale de la chaux. Alors, autre grande différence entre la chaux et le ciment, c'est la flexibilité, la déformabilité. Donc, la chaux a cette déformabilité, ce que le ciment n'a pas du tout. Donc, ici, on voit par exemple à l'abbaye d'Everley, on avait une des pilastres qui s'enfonçait qui sont, enfin, depuis très très longtemps, hein, elles s'enfonçaient petit à petit. Et en fait, on voit que toute la maçonnerie a... Oula, pardon, vous ne voyez pas la différence, mais moi, mon image a disparu. Voilà. Au fur et à mesure, toute la maçonnerie, en fait, elle a suivi un petit peu le mouvement. Et donc, elle a fait une espèce de vague comme ça. Et donc, elle a suivi ce mouvement de cette pilastre qui descendait. Voilà, et donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable avec la chaux parce qu'elle est déformable. Alors en plus, ce qui s'est passé ici, c'est que comme la chaux, donc le liant et du coup le mortier
était plus flexible et moins résistant que la brique, en fait, il y a eu des micro-fissures qui sont apparues dans le joint, mais ça n'a pas attaqué la brique. Si on avait eu exactement la même déformation avec le ciment, ce qui se serait passé, c'est que ça aurait tenu le coup jusqu'à un certain moment, et puis il y aurait eu rupture, et donc on aurait eu une grande fissure de haut en bas, en fait, dans toute la maçonnerie. Alors ici, on voit la carbonatation d'un mortier à la chaux, et donc on voit cette carbonatation donc, qui est due vraiment à la chaux aérienne, qui est donc aussi toujours dans la chaux hydraulique, et on voit que cette carbonatation, elle est vraiment très très lente. Donc, par exemple, si vous avez un mur qui fait 70 cm d'épaisseur, donc on compte 2 fois 35, eh bien, on voit qu'au centre de ce mur, donc à 35 cm du bord, eh bien, ça va mettre jusqu'à 400 ans pour arriver vraiment à la fin de la carbonatation. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut venir faire une injection dans un mur qui a été construit il y a moins de 400 ans, eh bien, c'est tout à fait possible. On va venir injecter de la chaux et ça va resolidifier tout notre mur. Si on essaie de faire la même chose avec le ciment, ça ne fonctionne pas parce que le nouveau ciment ne va pas venir se marier avec l'ancien ciment, ce qui est par contre le cas avec la chaux. Donc il y a vraiment un mariage qui se fait entre l'ancienne chaux et la nouvelle. Alors, autre différence aussi entre la chaux et le ciment, c'est que la chaux, elle va d'abord faire son retrait et puis elle va faire son durcissement, donc sa prise. Et donc, en fait, on n'a pas vraiment de fissures qui apparaissent. S'il y a des fissures, c'est vraiment des micro-fissures. Et en plus, ces micro-fissures, elles vont être cicatrisées grâce à la carbonatation de la chaux. Tandis qu'avec le ciment, ce qui se passe, c'est qu'on a d'abord la prise qui est très très rapide, qui se fait, et puis on a le retrait, et donc on a des fissures qui apparaissent. Et c'est pour ça qu'avec le ciment, on doit toujours faire des joints de dilatation, ce qu'on ne doit pas faire avec la chaux. Donc si on fait par exemple un sol à la chaux, on n'a pas besoin de joints de dilatation. Autre avantage, donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'avantages à la chaux. Autre avantage de la chaux, ça, c'est la réversibilité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on demande très très souvent dans le patrimoine. C'est est-ce que votre chaux est bien réversible? Donc est-ce qu'on sait bien enlever les interventions qu'on fait à l'heure actuelle sur des anciens bâtiments? Et donc ici, on avait fait un test pour un architecte qui avait besoin de voir en réalité que de fait ça fonctionnait. Et donc on a fait dans un bâtiment qui n'est pas très ancien un enduit à la chaux et puis quelques temps après on est venu enlever cet enduit et on a vu que de fait ça n'avait pas du tout attaqué la brique à l'arrière, qu'il n'y avait aucun problème. Voilà, la seule chose c'est que ça a un petit peu nettoyé la pierre, c'est la seule chose que ça a changé. Alors, autre grosse différence entre la chaux et le ciment, et qui fait vraiment que c'est vraiment important d'utiliser de la chaux quand on fait de la restauration de patrimoine, c'est l'ouverture à la vapeur d'eau. Alors, la chaux, elle est relativement ouverte à la vapeur d'eau, donc on a la perméabilité est de 8 à 13, tandis que le ciment, après 50 jours, après 28 jours, pardon, on est avec une perméabilité à la vapeur d'eau de 50. Donc, on n'est déjà pas très ouvert après 50 jours. Et donc, vous voyez un petit peu tous ces petits ponts ici qui sont en train de se faire dans le ciment. Eh bien, c'est ça qui fait qu'au fur et à mesure du temps, le ciment devient de plus en plus fermé à la vapeur d'eau. Et donc, on voit ici nettement, enfin voilà, si on continue à faire des photos de ce ciment, eh bien, on voit que ces ponts augmentent de plus en plus. Donc, tous ces cristaux et cette portanite, donc ces espèces de gros blocs, augmentent de plus en plus. Et donc, tous les petits interstices sont de plus en plus fermés. Et donc, on a vraiment quelque chose d'extrêmement fermé au fur et à mesure. Alors, si on voit maintenant comment ça donne dans un bâtiment ancien, eh bien, mettons, on prend un mur ancien. Ici, vous voyez en 1 notre mur ancien. Alors, les deux lignes ici, c'est juste pour montrer que ce mur peut être plus ou moins épais. Ce n'est pas du tout parce qu'il y a une coulisse au milieu. Et donc, on a de la vapeur d'eau qui est produite à l'intérieur du bâtiment. Donc, comme dans tout bâtiment, on est à peu près à 12 litres pour une famille de 4 personnes qui est produite par jour. Et donc, toute cette vapeur d'eau, elle est dans le bâtiment et elle essaye
de passer de l'intérieur vers l'extérieur. Donc les flux vont toujours du chaud, humide vers le froid et sec. Et donc tous ces flux vont essayer de traverser le mur. Avec ces flux de vapeur d'eau, évidemment, la vapeur d'eau, elle va venir amener tout, tout plein d'autres éléments. Et donc, entre autres, tous des sels qui vont essayer de traverser le mur. Alors, si on a un mur avec des joints à la chaux, eh bien, ces sels vont pouvoir être amenés avec la vapeur d'eau et vont ressortir au fur et à mesure ici à la surface. Et puis, il va pleuvoir, il va y avoir du vent et donc les sels sont évacués et il n'y a aucun problème. Si maintenant, pour une raison X, Y, Z, on se dit que on a un problème, par exemple, d'humidité dans le bâtiment et qu'on a trouvé la solution miracle, à savoir de mettre du ciment, on va venir faire une plainte en ciment, un soubassement en ciment pour éviter tous ces problèmes d'humidité, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ma vapeur d'eau, elle essaye quand même toujours de passer quoi qu'il arrive, et elle emmène toujours évidemment tous les sels. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que tous ces sels viennent s'accumuler ici, ils n'arrivent pas à passer, donc ils font toc toc toc, ça ne fonctionne pas, l'eau ciment ne les laisse pas passer. Et donc, au fur et à mesure, ils s'accumulent, ils s'accumulent, ils s'accumulent, et ils gonflent évidemment avec l'humidité, avec le gel des gels. Et donc, pour finir, ils se rendent compte que la brique, elle est beaucoup moins résistante que le ciment, et donc ils vont commencer à attaquer la brique. Et donc, au fur et à mesure, la première couche de cette brique, elle est souvent beaucoup plus dure, et puis en fait, après, c'est beaucoup plus facile, et donc ils vont attaquer de plus en plus la brique. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre ciment, devant, il est toujours nickel, impeccable. Il n'y a aucun problème, vu qu'il est extrêmement résistant. Et puis, en fait, un beau jour, on a une fissure qui va venir se marquer, juste une petite ligne qui va venir se marquer. Pourquoi? Pas parce que le ciment n'est plus résistant, mais parce qu'en fait, il n'a plus de support à l'arrière. Ici, on n'a plus de matière, et donc après, il y a rupture carrément à un moment donné, où alors on tape avec un marteau et il y a tout qui tombe, et avec une espèce de poussière rouge qui tombe en même temps. C'est donc cette brique qui s'est désagrégée à l'arrière. Et donc, je vais vous montrer plein d'exemples. Ici, entre autres, à Bruxelles, un bâtiment qui fait partie de la donation royale, qui était occupé par la reine Fabiola. Donc, ce bâtiment avait l'air en très très bon état de loin, mais quand on regardait de plus près, on voyait que les enduits étaient quand même fort abîmés. Et donc, a priori, on peut toujours essayer de faire des réparations d'enduits, mais quand on a plus de 50% de l'enduit qui est abîmé, alors on décape tout et on recommence. C'est souvent beaucoup plus, enfin, voilà, c'est souvent plus efficace que de faire des réparations. Et donc, on a enlevé donc le bâtiment. En fait, il y avait une partie qui était enduit à la chaux, et donc là, en fait, après le fait qu'on ait enlevé cet enduit, on retrouve la brique qui est dans un très bon état. Et puis, on avait une autre partie qui avait été enduite avec du ciment. Et là, on voit justement toutes ces briques qui ont été attaquées par le ciment. Ici, un autre exemple, on est au Château Malou à Woluwe. Là, de même, ils avaient des problèmes de remontée capillaire, donc ils sont venus faire un soubassement en cimentage, et puis par après, ils ont eu des problèmes d'humidité à l'intérieur, donc ils sont venus aussi mettre une membrane à l'intérieur pour éviter tout problème d'humidité à l'intérieur, et donc après, c'était parfait jusqu'à ce que le temps avance et que cette humidité, en fait, elle était complètement coincée dedans, et que, donc, comme je vous l'ai dit juste avant, eh bien, le cimentage a commencé à fissurer et puis carrément à tomber, et on voit que les briques sont fort abîmées. Ici, de même, sauf que c'est un petit peu plus problématique encore parce que ce sont des pierres relativement tendres, et donc l'humidité ne savait plus sortir par les joints, vu que les joints ont été rejointoyés avec du ciment et donc étaient tout à fait étanches. Donc, ce sont des murs de soutènement. Et donc, c'est par la pierre que l'humidité passait, mais cette pierre n'est pas du tout faite pour, elle est gélive. Et donc, au fur et à mesure, en fait, il y a des plaques entières de pierres qui sont tombées. Et puis, on voit ici, par exemple, les joints qui sont vraiment expulsés à cause de cette pression de l'eau. Alors ici, vous voyez aussi enfin voilà, des photos comme ça, j'en ai des centaines et des centaines, je vous en ai mis quelques-unes, mais donc vous voyez ici aussi un soubassement, enfin deux soubassements dans des bâtiments différents où ça a été enduit. Ici, on a
on avait juste un rejointoyage qui était fait au ciment et on voit que sur la partie vraiment où l'humidité ascensionnelle a exercé la plus grosse pression, eh bien, tous ces joints au ciment ont été expulsés. Mais quand on regarde de plus près, on voit aussi que les briques ont été fort abîmées en même temps, évidemment. Voilà. Alors ici, un autre cas, mais qui en fait, c'est un petit peu la même chose. Là, on est appelé sur un chantier par un entrepreneur qui a fait un enduit intérieur et qui nous dit au secours, mon enduit est vraiment, enfin, c'est vraiment la catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a vraiment un problème. Et donc là, vous voyez qu'on a comme une ombre de, enfin, un fantôme d'une porte. Donc là, on se demande un petit peu qu'est-ce qui se passe et comment ça se fait qu'on a cette ombre. Et si on va voir de l'autre côté du mur, là, on se rend compte qu'en fait, cette partie-là, donc cette porte a été refermée et enduite avec un enduit à la chaux, donc ouvert à la vapeur d'eau, tandis que tout le reste est une espèce de peinture, je ne vais pas donner de marque, mais une peinture pour sol, pour les garages. Vous voyez, quelque chose de vraiment très, 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 très étanche. Euh, et voilà. Et donc, en fait, c'est vraiment à cause de cette peinture et le fait que, du coup, toute la vapeur d'eau ne savait pas passer à travers le mur, un mur monolithique, hein, donc qui a été construit avec des joints à la chaux, eh bien, ça donne ça au final. Et donc, on a fait enlever toute cette peinture, ce qui n'a pas été du tout évident, parce que tous les sablages, ça ne fonctionnait pas, des capants, ça ne fonctionnait pas. Donc, pour finir, c'est carrément au diamant qu'ils ont dû venir enlever ça. Mais quelques temps après avoir enlevé toute cette peinture, eh bien, on a retrouvé une situation qui était quand même nettement meilleure. Et donc, là-dessus, donc, on n'a rien fait. Là, c'est la photo que vous voyez. On a juste enlevé la peinture à l'extérieur et c'est tout. Et donc après, bon, on a juste dû faire un petit badigeon et puis c'est tout. Voilà. Donc c'est vraiment le problème de cette ouverture à la vapeur d'eau enfin, cette fermeture justement là, à la vapeur d'eau qui faisait que l'enduit intérieur euh, pourrissait en fait carrément. Alors où est-ce qu'on peut trouver la chaux? Eh bien, vous verrez qu'on peut la trouver vraiment dans plein d'endroits différents dans un bâtiment. Et quand on rénove un bâtiment, eh bien, on peut évidemment euh, réutiliser de la chaux un petit peu partout. Alors le premier endroit, c'est au niveau du sol. Et j'ai presque envie de dire que c'est un des endroits les plus importants où c'est vraiment important d'utiliser de la chaux plutôt que du ciment et des systèmes qui sont tout à fait étanches. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on vient étanchéifier au niveau du sol, eh bien, toute la pression de la vapeur d'eau qui avant pouvait passer à travers toute la surface du bâtiment, elle ne peut plus passer là où vous avez fait votre dalle étanche. Et donc, toute cette pression ne peut fonctionner, ne fait pression que sur les murs. Et donc, c'est comme ça qu'on a des remontées d'humidité plus importantes dans les murs. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps? Eh bien, on vient faire un petit cimentage. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? L'humidité remonte encore plus haut et ainsi de suite. Et donc, en fait, tant qu'on continue, ça va continuer à monter. Et donc, ce que nous, on propose, c'est plutôt de faire d'abord un drainage avec un hérisson et puis après, de venir faire une dalle à la chaux. Sur cette dalle à la chaux, on peut ensuite venir mettre une chape. Alors ici, on a d'abord mis une chape chaud liège, donc pour faire une chape isolante, chape légère. Et puis, sur cette chape chaud liège, donc évidemment, le liège, ici, il est aussi découpé avec une granulométrie qui répond à la courbe de Fuller, hein, évidemment. Euh, et puis, là, on est venu mettre un chauffage sol et puis de nouveau une chape à la chaux. Et puis là-dessus, on peut venir soit mettre un plancher sur l'embourg, soit coller un carrelage ou des tomates à la chaux, évidemment, toujours. Si on vient mettre des joints au ciment, mais tout ce qu'on a fait avant est foutu. Ou alors, on peut même carrément terminer avec un sol à la chaux également. Alors, on peut évidemment faire de la maçonnerie à la chaux, toujours. Donc, soit ici, c'est en nouvelle construction, mais on peut aussi, si on veut venir, par exemple, doubler un mur avec
un mur ancien avec une maçonnerie, ici en l'occurrence une maçonnerie Porton, dans le but d'isoler le bâtiment, eh bien on va continuer dans ce système de monomur avec à la chaux, et donc pour pouvoir avoir de un mur isolé et de deux, un mur ouvert à la vapeur d'eau. On peut aussi travailler avec tout ce qui est enduit d'assainissement. Donc ici, on a l'église Saint-Martin à Arlon. L'entrepreneur nous a appelé parce que l'architecte voulait venir faire une étanchéité contre, euh, enfin, voilà, au niveau du sol et au niveau des fondations. Parce que dans la crypte, il y avait un taux d'humidité qui était très élevé et que tout ce qui était fresque intérieure était en très mauvais état. Mais ce qu'il y a, c'est que, en fait, si on était venu faire une vraie étanchéité complète contre, on n'aurait jamais su venir faire une étanchéité en dessous du bâtiment. Et donc, ce qui se serait passé, c'est que toute l'humidité qui aurait été pompée par en dessous du bâtiment, elle n'aurait jamais su ressortir par les murs. Tandis qu'avec un système d'enduit d'assainissement, eh bien, la vapeur d'eau, elle peut sortir du bâtiment, et tandis que l'eau de ruissellement qui est autour ne s'est pas rentrée parce que cet enduit est imperméable. Et donc après, on est venu évidemment mettre un drain et remplir euh, avec des cailloux, tout simplement. On peut aussi faire des enduits intérieurs à la chaux, donc tout ce qui est voilà, comme des plafonnages, mais à la chaux. On peut faire des enduits extérieurs avec la chaux, et donc soit des nouveaux, soit les rénover. Tout ça est tout à fait possible également. On peut faire des enduits extérieurs ou intérieurs aussi sur des isolants. Ici, ce sont des panneaux de fibres de paille, mais on peut le faire aussi sur des panneaux de fibres de bois, par exemple, sans problème. On peut venir faire des bossages avec de la chaux. Donc, c'est toutes des techniques anciennes, mais qu'on peut tout à fait retrouver, ou avoir des enduits qui sont plus graveleux. On peut faire les joints, et donc ça c'est aussi très très important. Évidemment, si vous devez refaire des joints refaire des joints dans un ancien bâtiment, toujours bien les faire à la chaux pour garder cette ouverture à la vapeur d'eau et préserver le plus longtemps possible vos briques et vos pierres. Et alors, ce qu'on peut faire aussi, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est des injections. Donc ici, c'est une ferme comme plein d'autres, hein, où on a des fissures qui sont apparues parce qu'on avait un problème ici en pied de toiture. Il n'y avait pas vraiment de descente d'eau de pluie. Enfin, voilà, c'était pas vraiment tout à fait prévu. Et donc, on a tout ce bâtiment qui était en train de s'ouvrir et qui était en train de partir sur le côté. Et donc, on est venu avec un Manitou resserré euh, la face, enfin, oui, remettre la façade droite. On a travaillé évidemment au pied de mur ici pour consolider les fondations. Et puis, on est venu faire des injections de mortier. Et donc, c'est venu tout reconsolider. Et ensuite, on a enlevé le Manitou et euh, ça tient très, très bien. Et donc, on a pu faire toutes ces réparations sans mettre une seule tige. Voilà, tout ça fonctionne très bien. On peut aussi évidemment faire tout ce qui est moulure, donc de nouveau, soit les rénover, soit en faire des nouvelles. Et donc, en conclusion, eh bien, j'ai envie de dire qu'on peut à peu près tout faire dans un bâtiment avec de la chaux, sauf évidemment les vitres et les planchers bois. Et que cette chaux est vraiment incontournable pour la préservation du bâti ancien et surtout, voilà, pour tous ces aspects, mais évidemment pour cet aspect d'ouverture à la vapeur d'eau qui me semble très, très important. Voilà. On vous donne rendez-vous au prochain webinaire qui aura lieu le mardi 17 octobre à la même heure pour une thématique qui est la rénovation et le biosourcé, une association gagnante avec comme orateur qui sera invité Nicolas Claus de Advit en Pierre.